Bon, on est toujours dans l'improvisation, hein. Bienvenue pour cette matinée de... Alors attendez, on rebobine et on recommence. Bonjour à tous et bienvenue pour ces causeries publiques co-organisées avec l'Archipel des Sans-Voix et l'ENS d'Orcy, l'École Normale Sociale, portée aussi par le Centre Social de l'École Normale Sociale. Mais toujours, on ne sait jamais trop comment il s'appelle et qui est derrière toutes ces organisations. Et donc, pour nous présenter cette journée, je suis avec Stéphane. Alors Stéphane, bonjour. Bonjour à tous, merci pour votre venue. Donc effectivement, l'Archipel des Sans-Voix existe depuis 8 ans. C'est notre 6e université d'automne. Et donc, je vais vous présenter les différents intervenants qui vont animer cette journée. On va avoir une petite pause pendant midi. Donc, le premier intervenant, ça va être Guillaume de Reims, qui va évoquer sa rencontre personnelle grâce à la photographie. Alors, pour vous présenter Guillaume, ben voilà, Guillaume est photographe professionnel à Reims depuis 1997. Son activité se partage entre art plastique et la photographie documentaire. Le plus souvent, il associe à ses projets des publics éloignés du monde de la création artistique habituelle, je serais tenté de dire. Les parents des centres Artaud à Reims, donc c'est un centre social, des détenus, des enfants handicapés, donc dans le cadre d'ateliers thérapeutiques. Guillaume, à toi la parole. Enchanté, merci de m'accueillir. Donc, je m'appelle Guillaume, j'ai 56 ans. J'ai commencé la photo, on va dire tardivement par rapport à un parcours traditionnel. J'ai fait des études avant de commerce international, pour rien à voir. Et puis, à l'âge de 25 ans, je me suis dit que bon, je pouvais décidément pas aller dans le commerce international, que c'était pas très intéressant. L'argent m'intéressait pas beaucoup. Et que j'avais une envie de voyager, de découvrir, de rencontrer des gens. Et à 25 ans, j'ai appris la photographie tout seul. J'avais un métier encore à l'époque normal, donc j'en profitais pour travailler peu et faire beaucoup de photos. Et j'ai voyagé comme ça un petit peu partout. Et petit à petit, je me suis retrouvé un peu... j'ai évolué et j'ai décidé à un moment d'arrêter de travailler dans l'industrie et je me suis lancé dans la photographie. Là, j'ai commencé à faire des reportages photos un peu partout. Donc, on va dire que j'ai assouli mon envie de voyage, de rencontre. Et puis, petit à petit, mon travail de photographe, c'est ça que je voudrais vous faire partager. C'est l'intérêt de ce métier. Enfin, ce que j'y ai trouvé, c'était la rencontre, la découverte d'univers très différents, de lieux très différents. Ça, c'est le métier de photographe. Et petit à petit, j'ai découvert le tissu associatif notamment, qui aide, qui soutient un peu partout. Et je me suis engagé avec ces gens-là pour mettre mon travail de photographe et mes nouvelles compétences dans la photographie pour faire travailler des gens dans tous les milieux. Hein, ça peut être, j'ai travaillé dans des endroits très chics de ma ville, avec des publics d'enfants plutôt gâtés, et puis aussi je travaillais en même temps en prison, je travaillais à l'hôpital psychiatrique, et j'ai partagé ce qui est devenu une passion pour permettre à des gens de s'exprimer tout simplement grâce à la photographie. Donc depuis maintenant une trentaine, 97 ou une trentaine d'années, j'enchaîne des projets comme ça, de plus en plus recentré, on va dire, sur mon secteur, parce que je voyage moins, mais ça m'a amené à aller en Afrique, à aller un peu partout, pour à chaque fois monter des projets et embarquer des gens avec moi dans une aventure. Voilà, ce qui est un peu l'aventure de ma vie. Ça donne lieu maintenant à des travaux notamment avec le travail que je fais en prison, où on est très contraint par, évidemment, on peut pas aller photographier à l'extérieur, se promener comme on veut. Donc ça m'a obligé à travailler dans le domaine des arts plastiques, c'est-à-dire travailler non pas pour aller photographier des endroits ou des gens, mais pour aller créer sur place dans un lieu clos un univers avec de la photographie. Donc mon dernier projet, par exemple, c'était au mois d'août à la prison de Reims, à la maison d'arrêt de Reims, où j'ai travaillé avec des détenus sur le patrimoine de la ville, alors sans pouvoir sortir. Donc quelquefois, quand je peux, j'essaye de travailler avec deux groupes, par exemple, un groupe à l'extérieur et un groupe enfermé, et puis
que chacun s'apporte mutuellement des éléments. Donc, par exemple, j'ai travaillé avec un lycée qui a amené des éléments photographiques de la ville pour les donner aux détenus qui ont pu retravailler sur les images et créer des œuvres. Alors malheureusement, j'ai pas été très... je pensais qu'il y avait un vidéoprojecteur qu'on pouvait utiliser comme ça, j'ai pas prévenu à l'avance, j'avais des photos à vous montrer, mais je vous donnerai l'adresse du site sur lequel vous pourrez voir un petit peu les images qui illustreront tout ce que je veux vous dire maintenant. Alors, dans le titre sur la fiche, on parle de la résilience. Donc c'est intéressant parce que moi, depuis que j'ai commencé la photographie, je me questionne du pourquoi ce métier, pourquoi s'intéresser aux autres, pourquoi se mettre en retrait souvent derrière l'objectif et regarder, voir la vie des gens se dérouler, penser aux moments importants aussi de la vie des gens, puisque le photographe il est là aussi pour saisir des moments auxquels on ne pense pas. Et puis avec le temps, le photographe il voit aussi ces modèles qui disparaissent. Comme tout le monde, je vieillis et donc je connais l'importance aussi de la photographie. Là, je parle de la photographie, notamment des portraits. Et alors là, c'est quelque chose dont je vous parle, dont je parle rarement, mais j'ai des réponses qui sont venues très tardivement à ce questionnement, parce que pour beaucoup d'artistes, on se questionne sur le pourquoi de nos choix. Et j'ai découvert que tout ce que j'avais fait dans la photographie, l'intérêt pour les autres, le soin, etc., que je le partageais avec beaucoup d'autres artistes, parce que depuis 1 an, j'ai découvert que j'étais victime d'un traumatisme dans mon enfance. Ce traumatisme, je suis en plein dedans. J'étais hier à une réunion à Paris là-dessus. Je découvre un autre champ du social aussi, c'est les abus sexuels. Donc, je viens de découvrir depuis 1 an que j'avais été victime dans l'enfance, dans la petite enfance, de violences sexuelles. Je ne suis pas le seul. C'est une affaire assez grosse dans la ville de Reims. Et voilà, ça éclaire, on va dire, un parcours artistique. Je vous en parle parce que dans le domaine artistique, comme dans le domaine du soin, comme dans le domaine du social, par exemple, on trouve énormément de gens qui sont blessés par la vie. Et je pense que ça peut résonner chez vous, j'imagine. C'est pour ça que je vous en parle. Et donc, maintenant, je découvre un autre univers, qui est l'univers des gens qui ont été très maltraités dans leur enfance. Moi, je suis totalement amnésique sur mon enfance, donc c'est ce parcours-là que je suis aujourd'hui depuis 1 an, de découvrir cette mémoire effacée et qui explique mon intérêt pour les autres, mon intérêt pour le voyage aussi, pour la compréhension du monde. Voilà. Je ne sais pas si j'ai plombé l'ambiance, mais, voilà, j'en parle pas beaucoup, mais en tout cas, je voulais vous en parler parce que je pense que ça peut résonner en vous. Ces violences. Donc je suis en fait victime d'amnésie, c'est-à-dire que je n'ai aucun souvenir de mon enfance de 0 à 13 ans. Et je vais vous raconter toute l'histoire, parce que je pense qu'elle est quand même intéressante à partager. Il y a 1 an, je me suis décidé, comme tout un cinquantenaire, à me lancer un peu dans le sport pour rester, on va dire, en forme. Et puis dans une salle de sport, il y avait quelqu'un qui n'était pas net, un coach. Et cette personne-là a eu des gestes déplacés, qui n'étaient pas longs, mais vous voyez, genre on se colle un peu, et puis on vient, au moment d'un mouvement, on vient se faire du bien, quoi. Et ça a déclenché dans mon cerveau quelque chose de particulier, ça a libéré, on va dire, la mémoire traumatique. Et puis le lendemain, je suis retourné à la salle parce que j'étais très mal. Et là, j'ai parlé avec la responsable de la salle qui m'a dit que j'étais la 20e personne en 1 semaine à venir se plaindre. Donc on avait en fait un malade dans la salle. Et 1 mois après, j'ai reçu un prix. 2 mois après, j'ai reçu un prix à Reims, d'un musée qui m'a décerné un prix. Donc là, c'était un très bon moment. Et c'est là que la mémoire est ressortie en partie. Et depuis ce temps-là, alors je n'ai pas de mémoire encore, mais en tout cas, le cerveau a décidé qu'il fallait maintenant que les souvenirs d'enfance reviennent petit à petit. Micro. Que les souvenirs d'enfance reviennent petit à petit. Et donc, il y a tout un travail qu'on appelle la levée d'amnésie traumatique, que je suis en train de vivre. Donc, c'est un peu compliqué, parce que c'est un énorme bouleversement. Mais voilà, c'est un sujet, c'était peut-être pas le sujet du jour, c'était la photo. Mais en tout cas, voilà, je glisse de ma photographie, de mon parcours, que je vous ai dressé à gros traits,
à la résilience, vous voyez, très lointaine, parce que ça remonte à mon affaire dans notre histoire. C'est une affaire, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire de Lyon, qui a donné lieu à un film qui s'appelle comment il s'appelle ce film-là? Dieu merci, ouais. Dieu merci. Ouais, c'est ce que tu as dit. Dieu merci. Donc c'est l'affaire de Barbarin, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, on en a parlé. C'est ce qui a déclenché toutes les enquêtes sur l'Église, hein, puisque moi ça concerne l'Église, toutes les enquêtes. Et là, à Reims, on est dans un truc qui ressemble à ça, quoi. Mais il y a une énorme omerta, c'est-à-dire que en fait, le cerveau des victimes est lui-même déjà troublé par le traumatisme, et ça crée des problèmes de mémoire, voire d'amnésie complète. Et chez les proches, comme chez les témoins, on retrouve ce même déni. Donc, ce qui fait que ces affaires sont extrêmement étouffées. Et donc, tout est dans les familles. Les familles préfèrent laisser les enfants dans leur désarroi plutôt que de reconnaître la réalité, qui est que il y a eu un prêtre pédophile dans cette ville, il y en a eu beaucoup, il y en a eu 11 en 70 ans, mais là, un qui a sévi pendant 16 ans, qui avait des enfants à portée de main pendant toute l'année, pendant les vacances, pendant l'école. Il avait sa chambre au-dessus d'une école maternelle, pour vous situer. Donc là, en ce moment, on est en train d'enquêter pour ça, avec d'autres victimes, et puis on découvre des victimes au fur et à mesure, des gens qui sont en grande difficulté après 50 ans, qui sont clochards, qui sont sous tutelle, et qui ont fréquenté cet homme qui a distillé un poison chez ses enfants, qui était probablement de l'âge de 3 ans à l'âge de 13 ans, avec des actes violents. C'est pas rigolo, c'était pour vous expliquer ça, moi en tout cas dans ma démarche personnelle, ça m'a permis d'éclairer le pourquoi du mal-être déjà qui m'habite depuis toujours, parce qu'on est avec les autres victimes tous à peu près dans le même profil de soins depuis toujours, de mal-être, parce que ça abîme énormément les gens en fait. Les abus abîment énormément les gens au long cours, et c'est vrai que la résilience, c'est le fait d'avoir choisi la photographie, le fait d'avoir choisi c'est quasiment un soin pour les gens. Et toutes les victimes qu'on retrouve sont soit vraiment complètement déglinguées et s'en sortent pas, ou alors beaucoup sont dans l'enseignement, beaucoup sont dans le social, beaucoup sont dans le soin, donc dans la médecine, et il y a beaucoup d'artistes. Et j'ai participé au film de Judith Godrèche, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc hier soir, il y avait une projection à Paris où j'étais, et ça a été un énorme moment. Et on se rend compte à quel point c'est un moment charnière en ce moment, mais c'est encore très très loin d'avoir infusé dans la société et d'avoir pris la mesure de ce que ça représentait en termes de santé publique et de souffrance pour les victimes, sur des très longues périodes. Donc en ce moment, je suis en train de passer un parcours dans l'Église, parce que l'Église s'est sentie obligée de faire un parcours, parce que tout est prescrit, hein, évidemment, puisque la mémoire traumatique, c'est quelquefois 40 ans, 50 ans, 60 ans d'amnésie. Et l'Église, comme elle est quand même là pour nous rappeler ce qu'on doit faire et qu'on doit se comporter correctement, ben, on l'a un peu obligée à prendre les choses en main pour les 200 à 300 000 personnes comme moi qui sont anciennes victimes et toujours victimes en fait. Et donc je passe des parcours, mais c'est encore très compliqué et l'Église ne fait pas du tout ce qu'il faut. Donc c'est et je ne parle pas des abus sexuels dans les familles qui représentent le gros du paquet. Donc voilà, la photographie. Alors, comble du comble, c'est qu'en prison aux adultes, j'ai travaillé avec un groupe de pédophiles. Donc ça m'a permis de travailler avec eux. Alors ça ne me pose aucun problème. Parce que, en fait, le vrai problème de ce genre de choses, ce n'est pas tant un problème individuel, c'est un problème de société. Et comme toute perversion, elle est individuelle, mais elle existera toujours, probablement. Elle est quelquefois encouragée aussi par la société, et elle est surtout maltraitée par la société après coup, quoi. Aussi bien pour les délinquants qui sont pas punis souvent. Quand ils sont punis, ils sont pas soignés, et puis la société ne les suit pas,
Et pour les victimes, j'en parle même pas, puisque là, j'ai demandé à l'Église de m'aider à prendre en charge des soins spécifiques, parce qu'il faut des soins spécifiques pour ce genre de choses. Et ni l'Église ni l'État ne prend en charge, c'est-à-dire qu'il faut payer des thérapeutes à 70 € le quart d'heure pour pouvoir se soigner. Donc, vous voyez, c'est un tout, et c'est pas une question individuelle. C'est vraiment un phénomène de société. Et puis, il faut que la masse des gens, des citoyens, se rendent compte à quel point c'est un enjeu de santé publique. Ça représente probablement la moitié des soins psychiatriques. Et toutes les addictions, par exemple, tous les gens abusés ont des addictions. Ça veut dire addiction à l'alcool, au tabac, aux drogues, toutes les addictions, problèmes dans la sexualité, problèmes pour certains certains très rarement tombent aussi eux-mêmes dans des abus. Hein. Donc voilà, c'est tout un enjeu de société, mais qui est en rapport aussi avec les notions de pouvoir. C'est souvent associé avec du pouvoir, souvent associé avec des institutions. Donc c'est tout un modèle de société qu'il faut repenser, remettre à plat, quoi. Et c'est compliqué. Ben voilà, c'est un peu plus large que la photo. Mais voilà, la photo, c'est le soin, voilà, c'est en quelque sorte, je ne fais pas de l'art-thérapie. Mais en tout cas, je comprends maintenant avec le recul à quel point. Alors, je fais pas d'art-thérapie avec des patients. Je suis photographe intervenant dans par exemple en psychiatrie, mais je suis pas soignant. Hein. Par contre, je communique tout mon savoir et puis ma connaissance aussi, on va dire. Puisque je crée moi-même des images, bon, voilà, je leur transmets et je les emmène avec moi. Avec le temps, je me questionnais du pourquoi je ne travaille pratiquement qu'avec des gens. J'ai un peu compris avec mon histoire qui revient, pourquoi j'emmène avec moi des gens, et pourquoi je suis pas tout seul et pourquoi je me mets pas en avant. Alors aujourd'hui, en tout cas, je me suis mis en avant puisque je vous ai parlé de tout ça. Guillaume, je te remercie. Donc, comme tu remplaces... Je crois que je vous en ai transmis un sur... bon, ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont concernées autour de nous. Et le message, c'est qu'il y a une prise de conscience à faire sur la gravité psychologique de ces violences-là et qui n'est pas suffisamment prise en compte. Moi, je le vois dans ma famille, par exemple, c'est pas un sujet, quoi. Alors que si vous voulez, dans le cerveau des personnes concernées, c'est un tremblement de terre. Hein, pour la vie, et plus c'est précoce, plus c'est douloureux, et plus c'est proche en termes de filiation entre victimes et bourreaux, on va dire, plus c'est destructeur. Donc il faut vraiment, voilà, alors, on n'est pas nombreux, mais enfin bon, voilà, il faut du temps pour que les choses avancent. Mais vraiment, on a du mal à comprendre. Et moi, il y a un an, je ne pouvais pas comprendre, hein, je n'avais aucun souvenir. À quel point c'est destructeur et que c'est douloureux. Donc il faut, je pense que ça doit être un vrai sujet qui sous-tend en plus plein de choses intéressantes en termes de domination, d'institution, de maltraitance en général. Donc voilà. Eh bien, merci Guillaume, parce que donc justement c'est en résonance par rapport aux travaux qu'on avait hier, et par rapport aux événements qui ont été commémorés hier par rapport à la Journée mondiale de refus de la misère, et que justement le sujet c'était la maltraitance institutionnelle et sociale, donc là on est en plein dedans, et puis la résonance du travaux d'hier c'est par rapport à l'introspection. Donc vous voyez que les cheminements sociaux ils sont là. Donc merci pour ton témoignage, merci pour ton travail, et puis ta présence ce jour. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez parler de choses? À poser lors de tes reportages aux missions photographiques, y a-t-il eu ou un reportage ou une mission qui t'a touché personnellement, et c'est lui, laquelle et pourquoi? Alors, moi, la grande découverte de ma vie, ça a été l'Afrique. Voilà. Pourquoi? Parce que je pense que tous ceux qui sont en Afrique doivent le comprendre. La profonde humanité que j'ai trouvée là-bas, le soin qu'on apporte aux autres, en tout cas là où je suis allé, hein, j'étais au Burkina Faso, et voilà, c'est vraiment l'endroit où je me suis senti bien. Voilà. Ok, merci. C'est deux remarques que je voudrais faire. C'est un des termes que tu as employé, c'était prescrit. Alors, il y a des choses qui sont prescrites, hein. Mais on comprend ça comment, prescrit? Un médecin fait des prescriptions.
Et l'Église dit c'est prescrit. Qu'est-ce qui est prescrit? Alors l'Église, c'est pas l'Église, c'est l'État. La loi qui est prescrit. Alors ça a un peu augmenté. Alors moi de toute façon, il n'y a pas de souci. J'aurais pu ne pas être prescrit. L'abbé en question est mort. Il est mort en 86, très jeune. En fait, il a eu un cancer et il avait il avait 16 ans d'actes sexuels sur les enfants. Il s'est laissé mourir, il a refusé de se faire soigner. Juste avant de mourir, il a dit à l'évêque il a expliqué tout ce qu'il avait fait et après c'est resté silence radio. Donc la difficulté, la prescription. Alors c'est un autre message que je peux faire passer en rebondissant sur ta question. Souvent, on se demande pourquoi les gens témoignent avec retard. Voilà. Vous voyez, moi, il y a un an, je ne savais pas, je m'intéressais, j'avais vu le film sur l'affaire de Lyon, je m'intéressais aux délinquants en violence sexuelle parce que je travaille en prison et puis parce que ça m'intéresse. Mais jamais j'aurais pu imaginer que, même s'il y avait des signaux, hein, j'avais quand même déjà parlé un peu de ça, mais mon cerveau, voilà, c'est un blocage, hein, ça n'existe pas, quoi. Et donc, la prescription a été augmentée à 30 ans après les 18 ans. Ce qui fait que pour quelqu'un qui a été abusé à 10 ans, ça veut dire 38 ans, on peut encore porter plainte. Là, le curé était mort. De toute façon, les plaintes, voilà, le coupable est mort, donc c'est cuit. Après, l'Église, on l'a poussé à, voilà, certains l'ont poussé à assumer, on va dire, ce déni, parce qu'il est très très fort dans l'Église. Le pouvoir est extrêmement concentré dans l'Église aussi. Il est uniquement masculin. Et puis, on s'est rendu compte que ça représentait des centaines de milliers de personnes. Ce qui me fait souffrir, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est la communauté de l'Église et plus largement la société, la famille. Pour moi, la famille, le fait que la famille soit pas là. Et puis, la société ne prend pas ça à sa juste mesure. Mais et je pense que c'est le cas pour beaucoup. Hein. Parce qu'on nous renvoie, voilà. L'Église nous explique aujourd'hui que bon, aujourd'hui ils ont pris les mesures, etc. Ça pourrait plus se passer. Mais ça, c'est pas notre histoire, ça. Heureusement qu'ils ont pris la mesure. Et puis, par contre, voilà, quand vous apprenez qu'un médecin psychiatre qui était mon voisin de colonie de vacances il y a 40 ans est en fauteuil roulant sous tutelle alors qu'il était chef de service en psychiatrie dans une clinique parce qu'il est tombé dans l'alcool parce qu'il a vécu 1 an dans le presbytère du curé. Presbytère dans lequel on a retrouvé des centaines de photos pédophiles de nous pendant les colonies de vacances, pendant les scouts, il y en a qui allaient aux scouts. Vous voyez, et c'est aujourd'hui, on ne peut pas avoir l'information. L'archevêque de Reims qui suit le dossier, c'est l'archevêque des archevêques. C'est celui qui est le chef de l'Église en France. Hein, alors, j'ai de la chance parce que c'est ma ville, mais ce gars-là, quand je lui demande, mais donnez-moi les infos sur le prêtre, parce que moi je ne connais pas mon histoire, j'ai que mon histoire par mes co-abusés. Mais on en a retrouvé 20 en 1 an, hein. 20 en 1 an. Des gens qui étaient lâchés dans la forêt la nuit, à poil, en hiver, pour être punis. Vous voyez, des enfants de 10 ans, quoi. C'était ça, le curé, en plus des viols. Et l'évêque me dit, bah écoutez, passez par les réseaux sociaux pour retrouver peut-être d'autres victimes. Voilà la proposition de l'évêque. Vous voyez un peu où on en est. Donc il y a une espèce de... Alors il prie pour moi beaucoup. Hein, il organise des messes. Et puis voilà. Quoi. Et puis après, bon, il y a des dédommagements, mais si vous voulez, il y a des suicides, il y a des gens qui se sont suicidés. Il y a, c'est quand même la réponse, elle est, c'est insupportable. En fait. Ça vous met. Je pense que c'est comme toute victime dont on ne reconnaît pas le statut de victime. Hein, on va vous expliquer. J'ai rencontré des catholiques à Reims. Certains m'ont dit, mais souvent les enfants sont demandeurs, vous voyez, ce genre de message. Hein, souvent les enfants, ils ont besoin d'affection, ils cherchent. Hein, il ne faut pas comme ça faire une cabale contre l'Église. Voilà ce qu'on vous explique. Il y a aussi, certains m'ont dit, bah, il y a un certain pourcentage de déchets, vous voyez, comme à l'armée. Hein, à l'armée, c'était pas comme ça avant, on faisait... vous voyez, on en est encore là. Donc, il y a du travail. Et il y a une forte résistance au niveau politique aussi, en France. Donc, tu vas pas en s'arranger. Justement, par rapport à cette horreur que vous décriez, ce que vous avez subi, et votre travail photographique, vous l'avez dit un peu, mais comment ça a transformé votre approche? Est-ce qu'il y a des projets que vous menez plus de la même manière en photographie, suite à justement là, tout ce qui est en train de se démêler? Alors, la période que je suis en train de vivre en ce moment, entre le moment où on a les premiers
on va dire, les premières petites lumières qui s'allument, qui vous disent, voilà, qui éclairent votre parcours, puisque avant c'était un gros vide. Hein. J'étais en soins, ça fait 40 ans que je suis le psy. Hein. Donc, vous voyez, on tourne, et c'est un grand vide. En fait, c'est quelque chose qui vous est inaccessible. Et au moment où ça se débloque, eh ben, il y a un temps où c'est le temps que je vis depuis 1 an pour lequel je ne crée quasiment rien. C'est-à-dire que c'est envahissant, c'est une digestion qui doit se faire dans le temps. Et donc, on va dire que c'est le temps vraiment du vécu. Je revis en fait le traumatisme actuellement. Donc, on va dire que je ne crée pas beaucoup en ce moment. Hein, je voyage peu. Et puis, il y a tout un environnement aussi économique, social. Moi, je suis artiste. Le statut d'artiste, il n'est pas simple. Donc, imaginez quand vous n'avez plus d'entrain, que vous êtes fatigué parce que ça mange une énorme énergie. Hein, le cerveau est en train de muter en quelque sorte du déni vers la découverte. Donc, non, par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça a beaucoup influencé inconsciemment mon parcours de vie, quoi. C'est-à-dire que ça éclaire tous les choix. Hein. Je travaille en prison, je travaille avec des délinquants, je travaille avec des gens en souffrance. Bon, et puis d'un coup, je m'aperçois que moi-même, je suis une victime. Voilà. C'est aussi con, mais c'est ça. Donc, ça n'influence pas, ça l'a influencé. Mais aujourd'hui, voilà, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être, je sais pas. Mais c'est un parcours du combattant qu'il faut vivre, quoi, par lequel passent toutes les vies. J'ai encore comment je dirais, un souci, pas une remarque à faire. S'il s'agit de la honte, c'est très difficile de se dire que les gens qui ont subi ça, ils ont honte. Donc ils n'en parlent pas, ils ont beaucoup de mal à en parler. Je me suis dit, mais ça, c'est des victimes, ils sont responsables de rien. Ils ont honte quand même. D'où ça vient, ça? Alors, j'ai pas la réponse, mais j'ai quelque chose comme une anecdote à vous raconter, et puis je crois que ça peut avoir du sens. Quand j'étais gamin, 10-12 ans, mais il ne s'agit pas de moi, mon père avait une chienne, pardon, et il voulait qu'elle soit couverte, comme on dit, par un mâle de race, pour faire des petits de race. Vous voyez, ce souci-là. Hein. Bon, ça, c'est l'élevage de chiens, c'était qu'un chien. Bon. On va alors je vais avec lui, et on va chez l'éleveur de chiens, et à ce moment-là, il y a un chien qui saute sur la chienne, c'était pas la bonne race, hein, c'est un salaud qui a voulu en profiter, quoi, hein, comme il est en chaleur. C'est incroyable, moi, ce qui m'a étonné sur le coup, mais ça m'étonne encore, c'est que, donc, il a empêché, hein, et ils se sont dit, c'est pas possible, parce que si jamais ça se produit, la chienne va être infectée. Les petits qu'elle aura après, ça sera plus des chiens, ça sera des bâtards. Je sais pas si vous voyez ce que ça suppose, ça, hein. Des relations entre mâle et femelle, homme, femme, pareil. Hein. S'il y a un péché, enfin une chose commise qui n'est pas dans l'ordre, c'est la femelle qui est infectée. Vous vous rendez compte de ça? Je sais pas si c'est clair ce que je vous raconte là. Hein. À vie, elle est marquée parce qu'elle a copulé, chien ou femme, on s'en fout là, hein, femelle, avec ça fait un bâtard. Elle est porteuse de bâtardise toute sa vie. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, la honte, alors moi je ne la vis pas vraiment parce que je n'ai aucune mémoire. Hein, il faut vous rendre compte que si je vous parle, si je m'exprime comme victime, c'est parce que j'ai 40 ans de thérapie, 40 ans de médicaments. Alors je vais vous dévoiler des choses, mais c'est des choses d'enfant, mais je faisais de l'énurésie jusqu'à l'âge de 17 ans, non-stop. Je faisais des cauchemars, j'étais déjà mal petit, quoi, j'étais très mal. Et donc, si vous voulez, et puis surtout, j'ai fait des cartes postales à l'époque, quand j'étais en vacances, en colonie de vacances. J'ai fait des cartes postales que ma mère garde encore dans ses tiroirs, avec dedans un plan du dortoir. Le curé était allongé à côté de moi, quoi. Et je l'ai mis dans mes cartes postales. J'ai fait des dessins d'enfants qui iraient directement chez le psy, chez l'assistante sociale aujourd'hui, quoi. Pourquoi tu dis ça, la honte? Alors moi je ne l'ai pas parce que je n'ai aucun souvenir des abus. J'ai par contre découvert depuis 2 mois que mes 2 frères avaient été abusés aussi, vous voyez, pour vous signifier aussi, et je ne suis pas le seul, il y a plein de familles comme ça que je découvre. Ce sont des secrets, c'est une omertage qui traîne comme ça. Je perds souvent le fil, hein, parce que c'est le cerveau qui bouillonne en ce moment. Mais la honte, je la trouve beaucoup plus chez les gens, mais co-abusés, qui ont des souvenirs. Parce que eux ont le souvenir des actes, des viols, et ont honte de ça. Ils sont aussi sous l'emprise encore de leur agresseur. Ça, c'est important.
Et ce que l'agresseur leur a dit au moment où il les a agressés, c'est probablement aussi, ça fait partie de cette honte qu'on garde à vie, quoi. Mais on en parlait hier pendant le débat, on parlait de ce que tu disais sur les femmes, ça remonte à bien plus longtemps, hein, ça date de la nuit des temps, hein, la honte de la femme qui a été abusée. Et pour les enfants, c'est la même chose, hein. Le discours que j'ai entendu une fois d'un catholique, un bon catholique de ma ville, c'était de dire, oui, les enfants sont en demande, quoi. C'est comme si un enfant de maternelle de 3 ans était provocateur, voilà. C'est la jupe trop courte de la fille qui s'est fait violer, mais là on parle d'enfants de 5 ans qui aguichent les adultes. Juste un mot, elle s'est pas fait violer, elle a été violée, c'est pas pareil. Elle ne s'est pas fait violer. Oui, oui, t'as raison. Ah oui, mais c'est le langage qui pourrit tout quand même, hein. Faut faire gaffe à ce qu'on dit. Oui, je sais. J'ai surpris quelquefois. En fait, j'aurais bien voulu savoir, comme t'es photographe, au jour d'aujourd'hui, t'as expliqué que tu travailles pas trop parce que t'es dans un processus de redécouverte du passé. Et donc, tu travailles la photographie et tu as travaillé avec des personnes donc, qui étaient en prison, en psychiatrie, etc. Et j'aurais bien voulu savoir au sujet donc de la résilience, parce que c'est aussi le sujet d'aujourd'hui. Si dans les personnes que vous avez rencontrées, etc., il y a des choses qui vous ont marqué positivement ou même négativement, en mode que vous nous racontiez peut-être une petite histoire de ce que vous avez bien pu vivre dans la photographie, quoi. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en prison. Il y a quelques années, je travaille en prison depuis une vingtaine d'années, à peu près une fois tous les 2 ans, tous les ans en ce moment, et on a fait un projet avec des détenus particulièrement dangereux, avec la psychologue de la prison. Et bon, il y a des rapports en prison, c'est vraiment un lieu de tous les extrêmes, quoi, hein. C'est extrêmement violent la première fois qu'on y va. Il y a des vies extrêmement brisées dans tous les coins, et il y a aussi des liens extrêmement forts qui se tissent, des paroles extrêmement fortes qui s'échangent. Et là, on avait dans le groupe quelqu'un qui parlait très peu. Il avait une histoire compliquée. Sa mère était en prison aussi. Ils avaient tué leur père tous les deux. Lui son père et elle son mari, qui les tapait, qui tapait surtout sa mère. Et lui était mineur, donc ils ont tous les deux été incarcérés. Et lui étant mineur, il est sorti plus tôt que sa mère. Il s'est retrouvé tout seul. Et là, il est tombé dans la délinquance. Et il est retourné en prison pour ça. Et moi, je l'ai rencontré à ce moment-là. Et il a fait plusieurs projets avec moi. Il est devenu un ami. Et maintenant, il est photographe. Voilà. Donc, ça a été, c'était une expérience forte, tu vois, de transmission. Et puis finalement, il a pu surmonter. Alors, j'ai plus de nouvelles. Mais c'est toujours très compliqué la prison, hein. Vous savez, j'ai fait des projets, par exemple, avec des tueurs, toujours avec la psychologue quand même. Et je fais faire du laboratoire photo, vous savez, chambre noire, et comme la prison c'est pas vraiment adapté pour ça, j'ai fabriqué un laboratoire dans une toile de tente suspendue au plafond. Et à un moment, ça s'est décroché. On s'est retrouvé, il y avait 6 tueurs qui avaient tué quand même 8 personnes à 6. Et on s'est retrouvé avec la psychologue qui est épaisse comme ça, et moi, enfermé comme ça, on faisait un câlin quasiment à ces tueurs. Et le bouton d'alarme ne fonctionnait pas, comme d'habitude. Et puis, de toute façon, on l'a pas mis en route. Mais pour vous dire, voilà, mais c'est pas l'endroit où je me suis senti le plus en insécurité. C'est chouette. Merci beaucoup. Écoutez, bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.